L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi organique favorisant l'implantation locale des parlementaires, présentée par M. Hervé Marseille et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe Union centriste. Madame la ministre, mes chers collègues, en accord avec le gouvernement et la commission, et compte tenu du nombre d'amendements déposés sur ce texte, nous pourrions achever son examen en prolongeant notre séance au-delà de 20 heures sans avoir à suspendre. S'il n'y a pas d'opposition, il en est ainsi décidé. Parfait. Dans la discussion générale, la parole est à Hervé Marseille, auteur de la proposition de loi organique. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, ceux qui, comme moi, appartenaient déjà à notre Haute Assemblée en 2013 se rappellent sans doute les débats enflammés qu'avait suscité le projet de loi interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec un mandat parlementaire. À l'époque déjà, le Sénat n'avait pas hésité à s'ériger contre une réforme dictée avant tout par la volonté de plaire à l'opinion. Il était facile de livrer à la vindicte populaire ces cumulards que certains n'hésitaient pas à qualifier de profiteurs. En creux, nous n'étions pas si loin du tous pourri dont les Gilets jaunes étaient si friands. Force est de constater que, malgré cette réforme adoptée il y a plus de 7 ans, les accusations contre les élus et en particulier contre les parlementaires n'ont malheureusement pas disparu. On a même franchi un seuil supplémentaire puisqu'il n'est plus rare que des élus soient agressés et des permanences dégradées. Pour ceux qui se livrent à ce type de comportement, le non-cumul, évidemment, ce n'est pas encore assez. Ce qu'ils veulent en réalité, c'est supprimer la démocratie représentative. Au demeurant, notre ancien collègue François Rebsamen, maire de Dijon, ressort la vieille lune visant à faire du Sénat un Bundesrat, comme en Allemagne. Non-cumul, dégradation supplémentaire du Sénat, formidable. Il faut donc ainsi se méfier d'une inclination facile à vouloir satisfaire ce que l'on pense être l'opinion dominante à un moment donné. Les gens seraient contre le cumul. Supprimons le cumul, disait Manuel Valls, alors ministre. En effet, plusieurs études ont montré que nos concitoyens étaient à titre général contre le cumul, mais quand la question portait sur leurs propres élus, ils étaient favorables à ce que leur maire puisse être également parlementaire. Récemment, notre groupe a commandé un sondage à l'Institut IFOP sur ce thème. À la question « Seriez-vous favorable ou non à la possibilité pour les députés et les sénateurs de pouvoir, en parallèle de leur mandat national, être maire d'une commune de moins de 10 000 habitants, mais sans le cumul des indemnités », 57% des sondés répondaient favorablement. Ce résultat peut surprendre. Il a au moins un mérite, il montre que sur ce sujet, il y a encore débat, et pas simplement chez les élus. La proposition de loi organique que j'ai l'honneur de vous présenter a d'abord pour objet de faire vivre ce débat devant le Parlement. Il est naturel, plusieurs années après l'entrée en vigueur d'une réforme, de s'interroger sur sa pertinence et ses conséquences. C'est la question que l'on doit se poser aujourd'hui, mes chers collègues. Le non-cumul a-t-il amélioré le fonctionnement de notre démocratie ? Cette question est légitime, me semble-t-il. Le président de la République lui-même reconnaissait il y a peu que le sujet méritait d'être débattu. On constate d'ailleurs, à travers les résultats des dernières élections locales, que l'existence du non-cumul n'a pas ramené pour autant aux urnes beaucoup d'électeurs. En revanche, on continue inlassablement de déplorer des élus déconnectés, des parlementaires hors sol. Nous considérons le fait que l'instauration du non-cumul, loin d'être une solution magique, a sans doute accentué le phénomène depuis 2014. J'ai entendu certains de mes collègues nous expliquer qu'avec le droit en vigueur, les parlementaires pouvaient parfaitement continuer à détenir un mandat local et que grâce à cela, ils n'étaient pas déconnectés. Nous sommes nombreux ici à avoir été maires, à avoir occupé des fonctions exécutives au sein d'une collectivité. Nous savons tous que ce n'est pas la même chose que d'être conseiller municipal, conseiller général, conseiller régional et maire, président d'un département ou d'une région. En 2014, le gouvernement de l'époque justifiait sa réforme, dans son exposé des motifs, par le fait, je cite, que la dernière révision constitutionnelle a rénové l'exercice de la fonction législative et renforcé les pouvoirs des deux assemblées. Autrement dit, les missions du Parlement ont été tellement renforcées qu'il n'est plus possible d'être député et maire d'un village de 500 habitants.
Avez-vous le sentiment, mes chers collègues, en 2021, que le rôle du Parlement soit renforcé, que l'on pèse plus sur le débat démocratique, que l'équilibre entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif est satisfaisant? Pour ma part, je ne le pense pas. Les parlementaires n'ont pas vu leur rôle renforcé depuis l'entrée en vigueur de ce non-cumul. Oui, les maires, qui ne sont plus parlementaires, ont souvent bien plus de mal à faire entendre leur voix. Faut-il en rester là ou revenir sur la loi organique du 14 février 2014? Plus précisément, faut-il l'aménager ou l'abroger intégralement? Nous vous proposons aujourd'hui un simple aménagement. Ouvrir la possibilité aux parlementaires d'être maire ou maire adjoint d'une commune de moins de 10 000 habitants. Nous avons donc choisi d'exclure cette faculté pour les communes les plus peuplées. Nous reconnaissons que la charge de travail n'est pas la même selon la taille de la commune. Il ne s'agit pas, avec notre texte, d'être à nouveau, par exemple, sénateur et maire d'une grande ville de plus de 100 000 habitants. Inévitablement, j'entends des interrogations sur le niveau de seuil. Pourquoi 10 000? Pourquoi pas 1 000 ou 20 000? Comme l'a rappelé notre rapporteur en commission, ce seuil est déjà utilisé au sein du Code général des collectivités territoriales et il nous semblait pertinent. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer le travail important réalisé par notre collègue Stéphane Le Rudulier, qui est rapporteur de ce texte. La tâche que lui a confiée la commission n'était pas facile, tant le sujet déchaîne des passions. Je salue la qualité de son écoute et les propositions qu'il a formulées tout au long de ces derniers jours. Une remarque sur la principale modification adoptée en commission. Nous avions souhaité éviter que ce débat, visant à favoriser l'implantation locale des parlementaires, ne soit pas immédiatement une source de polémique sur d'hypothétiques motivations financières. Naturellement, il n'a jamais été question d'une course aux indemnités. Vous savez les uns et les autres que nous sommes plafonnés. Et pour couper court à toute polémique, nous avions décidé à l'article 2 de cette PPLO d'interdire tout cumul d'indemnités pour le parlementaire qui déciderait d'être maire d'une commune de moins de 10 000 habitants. Cela avait le mérite de la clarté. J'ai tenu à me rallier, malgré tout, à l'argument constitutionnel défendu par notre rapporteur et qui a entraîné la suppression de l'article 2, en espérant qu'il permettra d'échapper aux polémiques inutiles. Enfin, difficile d'évoquer le régime des incompatibilités applicables aux parlementaires sans évoquer celui applicable aux élus locaux. Nous avons été nombreux lors de l'examen en commission à évoquer ce que l'on a coutume d'appeler le cumul horizontal. La différence de traitement entre ce qui s'applique aux parlementaires d'un côté et d'un autre côté à ce qui s'applique aux élus locaux ne disposant pas d'un mandat national est frappante. Je ne résiste pas au plaisir de vous citer l'étude d'impact du texte de 2014 qui indiquait à propos des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales le fait que, je cite, « elles représentent aujourd'hui des fonctions de responsabilité à part entière et supposent un engagement continu de leurs titulaires ». C'est savoureux quand on constate que cette même loi n'a pas du tout fait évoluer les règles du cumul horizontal, permettant ainsi des situations de cumul très étendues. Je pense que les échéances politiques des prochains mois doivent être l'occasion d'un débat de fond sur la nécessaire réforme de nos institutions. Et la question que nous abordons aujourd'hui en fait partie. Je vous invite donc, mes chers collègues, à voter en faveur de la présente proposition de loi organique. Si notre Haute Assemblée devait l'adopter, j'invite d'ores et déjà le gouvernement à l'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale afin de poursuivre ce débat important. Je vous en remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent à Monsieur Stéphane Le Rudulier, rapporteur de la Commission des lois, pour 10 minutes, chers collègues. La question de la limitation du cumul des mandats est une question extrêmement délicate et complexe. Tous, dans cet hémicycle, nous sommes d'ailleurs conscients que des cumuls excessifs sont aussi néfastes au Parlement qu'aux collectivités territoriales elles-mêmes. L'interdiction absolue d'exercer une fonction exécutive locale paraît aussi excessive et absurde que la liberté absolue qui prévalait avant 1985. Le Sénat a toujours été très ouvert sur cette question. Il a d'ailleurs contribué à la limitation du cumul des mandats et a ainsi voté les lois de 1985, de 2000, qui ont établi et étendu le régime des incompatibilités entre mandats nationaux et mandats locaux. Ces lois ont donc fait l'objet d'un très large consensus.
Mais après plus d'une décennie de débats, la loi organique de février 2014 a envoyé le balancier vers un extrême qui s'est révélé être mortifère pour le pouvoir législatif. Elle a en effet rendu incompatible le mandat de député et de sénateur avec toute fonction exécutive au sein même d'une collectivité territoriale. Plusieurs arguments étaient alors avancés à l'appui de cette réforme. Il s'agissait tout d'abord, disait-on, de libérer les parlementaires de fonctions locales devenues trop absorbantes, alors que le Parlement avait vu ses pouvoirs accrus lors de la révision constitutionnelle de 2008. Symétriquement, il s'agissait de libérer les maires et les autres chefs d'exécutifs locaux après 3 décennies de décentralisation qui avaient élargi les compétences des collectivités et complexifié quelque peu le rôle de l'élu local. Les promoteurs de la réforme y voyaient également le moyen d'assurer le renouvellement du personnel politique. Ces arguments, déjà sujets à caution lors des débats de 2013-2014, ne se sont pas vérifiés depuis. Aussi, aucune corrélation n'a jamais pu être empiriquement établie entre le non-cumul des mandats et la qualité du travail parlementaire. De même, le fort taux de renouvellement de l'Assemblée nationale observé en 2017 me semble davantage lié à l'émergence d'un nouveau mouvement politique devenu majoritaire dans le sillage de l'élection présidentielle qu'à l'application de la règle du non-cumul. À l'inverse, les faits semblent donner raison à ceux qui craignaient que les effets pervers du non-cumul des mandats ne l'emportent sur ses effets vertueux. L'interdiction du cumul aggraverait le déséquilibre des pouvoirs au profit de l'exécutif, nous avait-on dit en 2013, en privant notamment les parlementaires d'une assise locale susceptible de renforcer leur autorité, leur expertise et leur indépendance. Faudrait-il donner raison à cette thèse ? Je constate du moins que le quinquennat actuel, comme le précédent d'ailleurs, n'a pas été marqué par le renforcement du Parlement. Tout au contraire, on parle d'affaiblissement, affaiblissement qui est contraire à la volonté du Constituant de 2008. Mais ce qui est peut-être un peu plus préoccupant encore pour l'avenir, c'est l'incidence du non-cumul sur l'attractivité du mandat parlementaire. Lors de l'entrée en vigueur de cette réforme, qu'a-t-on constaté ? Qu'un bon nombre d'élus en situation de cumul choisissaient de conserver leur mandat local plutôt que national, comme si le premier était plus gratifiant que le second. Tout cela contribue incontestablement à la dévalorisation du mandat parlementaire qui s'avère être dangereuse pour l'équilibre de nos institutions. Enfin, le fait que députés et sénateurs ne puissent plus exercer de fonctions exécutives locales n'est pas étranger, et ça a été dit par le président Marseille, au sentiment actuel de déconnexion entre les Français et leurs représentants. La connaissance des grands enjeux de la politique nationale à travers l'exercice d'un mandat parlementaire sont profitables aux territoires et à leurs habitants. Inversement, je continue de penser que la responsabilité opérationnelle de services publics locaux est utile à l'exercice de mandats parlementaires. Elle favorise des approches peut-être un peu moins idéologiques, moins militantes, mais beaucoup plus indépendantes, beaucoup plus pragmatiques et plus responsables, permettant de mieux saisir les attentes des citoyens, voire même parfois d'anticiper les crises. En 2019, Madame la Ministre, votre collègue Olivia Grégoire, alors députée, déclarait que les députés qui avaient été maires avaient senti beaucoup plus tôt, ce sont ces termes, arriver la crise des Gilets jaunes. Il n'est donc pas étonnant que des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour remettre en cause la réforme de 2014, y compris au sein même de la majorité présidentielle. Le président de la République lui-même
s'est même interrogé ouvertement sur l'opportunité d'un assouplissement lors d'une réunion avec les maires en Normandie le 6 janvier 2019. Et le débat a ressurgi à la suite des élections départementales et régionales de ce printemps au vu du record de l'abstention. J'observe enfin que 3 ministres de ce gouvernement de haut rang n'ont pas jugé nécessaire, sans doute à juste titre, de s'appliquer à eux-mêmes la règle du non-cumul qui n'a certes pas de valeur législative, qui n'a qu'une valeur coutumière en ce qui concerne les membres de l'exécutif. Ils n'ont d'ailleurs, à ma connaissance, exprimé une quelconque contrition ou remords à cet égard. Ils n'ont pas non plus donné de signes particuliers publics d'épuisement. Ils ont au contraire toujours justifié cette position avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Aussi, force est de reconnaître que le texte de 2014 a été mal bâti et a procédé plutôt à une réaction instinctive, voire quelque peu démagogique. Il était donc de notre responsabilité de trouver un dispositif plus raisonnable, de retrouver en quelque sorte un certain équilibre. C'est tout l'objet de cette proposition de loi organique que nous examinons aujourd'hui, initiée par le président Marseille, et qui vise à apporter un assouplissement modéré à la règle du non-cumul sans revenir totalement sur la réforme de 2014. Son article unique prévoit en effet, cela a été dit, de supprimer l'incompatibilité entre le mandat de député ou de sénateur et les fonctions de maire ou d'adjoint au maire ou maire délégué dans les communes de 10 000 habitants ou moins, soit à peu près 97% des communes françaises. Alors, comme tout seuil, le plafond de 10 000 habitants peut être discuté. Néanmoins, le Conseil constitutionnel a toujours admis que le législateur organique puisse subordonner l'application des règles d'incompatibilité à des seuils de population, à condition que ceux-ci ne soient pas arbitraires. En l'espèce, le seuil proposé paraît pertinent. En effet, en droit des collectivités territoriales, il correspond à une différence de situation réelle, notamment en ce qui concerne les charges et obligations imposées aux autorités municipales. Il correspond en quelque sorte à une frontière entre le monde urbain et le monde rural. Mes chers collègues, je pense qu'une fonction exécutive locale et un mandat parlementaire ne sont pas antimoniques. Ils peuvent se compléter utilement, et ce, dans l'intérêt de nos concitoyens. Je remercie d'ailleurs le président Marseille de son initiative. Je ne doute pas qu'elle suscitera quelques discussions parmi nous ce soir, mais il me paraît effectivement impératif de rapprocher l'exercice du pouvoir de la réalité des territoires et mettre fin au sentiment que les élus nationaux sont totalement déconnectés. Ce texte est un moyen, parmi tant d'autres, d'y parvenir. Merci, monsieur le rapporteur. J'invite maintenant madame Nadia Hay, ministre déléguée chargée de la ville. La proposition de loi organique favorisant l'implantation locale des parlementaires qui est présentée aujourd'hui au Sénat par le groupe Union centriste vise à instaurer la possibilité d'un cumul entre le mandat de parlementaire et les fonctions exécutives de maire délégué et d'adjoint au maire dans les communes de moins de 10 000 habitants. Malgré les interrogations que la question suscite, le gouvernement donnera un avis défavorable à cette proposition de loi, et ce, pour plusieurs raisons. Cette proposition de loi met en discussion le dispositif d'incompatibilité se rattachant au mandat parlementaire défini à l'article L. 141-1 du Code électoral, introduit par la loi organique du 14 février 2014, interdisant le cumul des fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur. La principale motivation de cette proposition de loi consiste à dire qu'il existe une attente de la part de nos concitoyens de ne plus avoir des représentants nationaux déconnectés du réel ou encore des élus hors sol.
Vous évoquez le grand débat national engagé dans tous les territoires par le président de la République. Et il est vrai que nos concitoyens ont exprimé un besoin de proximité dans leurs relations avec les autorités publiques, avec les élus et également avec les administrations. Ils ont également souligné l'importance de l'échelon communal et de la figure du maire dans leur quotidien. Et ce que nous venons de traverser avec la crise sanitaire le démontre parfaitement. Mais nos concitoyens ont également exprimé fortement, toujours dans le cadre de ce grand débat national, une exigence envers les élus. Ils ont par exemple particulièrement critiqué les absences des élus lors des séances et des votes au sein des assemblées où ils sont élus. Dès lors, il ne nous semble pas que le cumul des mandats soit une bonne réponse aux besoins exprimés par nos concitoyens. Nos concitoyens demandent à être représentés tant au niveau local qu'au niveau national par des femmes et par des hommes pleinement engagés dans leur mission, présents là où leur fonction le requiert pour apporter des réponses à leurs attentes et leurs problèmes. Vous évoquez aussi la nécessité pour les élus nationaux de disposer d'une connaissance concrète des enjeux, des difficultés et des compétences exercées par les élus locaux, municipaux notamment. Le gouvernement partage évidemment cette vision, mais la solution n'est pas nécessairement le cumul des mandats de maire avec le mandat de parlementaire. La loi permet déjà aux parlementaires de conserver un ancrage local. L'article 141 du Code électoral dispose en effet qu'un parlementaire ne peut détenir qu'un mandat parmi ceux de conseillers régionaux, de conseillers à l'Assemblée de Corse, de conseillers départementaux, des conseillers de Paris, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et de Martinique et de conseillers municipaux d'une commune de plus de 1000 habitants. Les parlementaires peuvent donc pleinement prendre part à la vie de nos collectivités locales, s'impliquer par leur rôle délibératif dans les décisions prises au sein des conseils municipaux notamment. À ce titre, ce sont 145 parlementaires, dont 80 sénateurs, qui ont également un mandat de conseiller municipal au sein des communes de moins de 10 000 habitants. Le mandat de parlementaire et la fonction de maire demandent à celles et ceux qui les occupent d'être pleinement disponibles pour assumer ces responsabilités. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le travail parlementaire s'est intensifié. Le travail en commission, devenu une étape essentielle, sur lequel se fonde le vote en séance, requiert une implication accrue des parlementaires. Le Parlement s'est aussi pleinement saisi de ses fonctions de contrôle du gouvernement et des évaluations des politiques, un travail qui demande également une forte disponibilité aux parlementaires, et je peux davantage en témoigner qu'aujourd'hui je fais partie de l'exécutif et qu'il y a encore très peu, je faisais partie du mouvement, de l'Assemblée nationale, et donc effectivement ce travail du contrôle du gouvernement et de l'évaluation des politiques publiques est très présent, et je m'en réjouis évidemment parce que c'est le propre du fonctionnement de nos institutions et du débat démocratique. De députés, oui. Les maires des communes sont pleinement impliqués au sein des EPCI, dont fait partie leur commune, et donc leur disponibilité est essentielle au bon fonctionnement de ces institutions. Au-delà de ces considérations d'ordre technique, le maire représente dans une petite commune un point de référence, un interlocuteur du quotidien. Sa présence sur son territoire est essentielle. La continuité des services rendus par la commune à ses habitants pour gérer les petites et grandes crises qui peuvent survenir à tout moment, pour assurer le lien essentiel avec les services de l'État présents sur le territoire, est également essentiel. Sur le plan juridique... Chers collègues, je pense qu'il serait agréable que la ministre puisse faire son élocution sans tout ce brouhaha. Je pense que nous sommes largement regardés, nous savons que vous désapprouvez, mais voilà, si on pouvait le faire dans le calme, merci beaucoup. C'est en effet un... Merci, chers collègues. Mené avec le plus... Je crois que nous en serions tous grandis de ce débat. En tout cas,
Sur le plan juridique, j'ai presque terminé et ensuite on pourra évidemment échanger sur le fond du texte. Sur le plan juridique, le seuil de 10 000 habitants défini dans la proposition de loi peut être questionné. Dans sa décision numéro 2024-689 DC du 13 février 2014, le Conseil constitutionnel a rappelé le principe d'égalité devant la loi des règles applicables aux interdictions du cumul entre le mandat de parlementaire et des fonctions exécutives locales. Le Conseil constitutionnel a par ailleurs admis qu'il était loisible aux législateurs d'établir et d'appliquer une règle de non-cumul à partir d'un certain seuil de population, à condition que le seuil retenu ne soit pas arbitraire. Or, dans le domaine électoral, le seuil de 10 000 habitants proposé dans la proposition de loi organique est inédit et sans lien avec une quelconque autre disposition d'ordre électoral existante. Vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, dans vos propos, la question des cumuls des mandats est très complexe et je me réjouis vraiment, malgré nos désaccords de ce jour, je me réjouis que nous puissions avoir ce débat démocratique au sein de cette haute assemblée. Je vous remercie pour votre écoute. La loi de 2014 sur le non-cumul des mandats est née, nous a-t-on dit, au nom de la modernité et d'une antique extravagance française. Chacun connaît le poids des mots, vous l'avez rappelé, mon cher collègue rapporteur et madame la ministre, celui de cumul est entaché de suspicion et de culpabilité et s'est diffusé comme un poison populiste et démagogique, extrapolant ce qui était plutôt une critique de l'addition des indemnités des élus. Les auteurs de cette interdiction de 2014 nous ont alors expliqué que ce cumul était la cause de la grave crise de confiance entre des citoyens et leurs élus. La loi nous guérirait de tous les maux et régénérerait la démocratie. Où en sommes-nous 7 ans plus tard? La loi guérisseuse n'a rien guéri, eu égard à la constante augmentation du taux d'abstention à chaque élection. La double fonction élective serait donc une aberration antique comparée à d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple. Dire cela, c'est nier les réalités et oublier que l'Allemagne est un pays fédéral, quand la France est une république très centralisatrice, voire concentrée, et qu'il est extrêmement difficile pour une petite collectivité de freiner les injonctions d'une administration fort contraignante. Les auteurs de la loi de 2014 expliquaient savamment qu'il était humainement impossible d'assumer en même temps une fonction d'exécutif local et une fonction élective nationale, considérant sans doute que les 35 heures étaient la norme du temps de travail des parlementaires. Mais curieusement, cette même loi a permis de cumuler l'exercice d'un mandat national et d'une activité professionnelle à plein temps, et tout aussi curieusement, la possibilité d'être maire d'une grande ville, président d'une métropole et président de nombreux syndicats. Cette règle de 2014 était en somme toute fort partiale et elle a oublié qu'une fonction d'exécutif local s'exerce en équipe, qu'un maire, qu'un président de PCI est un chef d'orchestre qui fixe le cap mais pratique la délégation et la responsabilisation de l'ensemble de son exécutif. L'interdiction d'un double mandat aurait permis le renouvellement de la classe politique. Je doute, car en fait, elle a renforcé le pouvoir de partis politiques qui ont, dès les municipales de 2014, favorisé l'implantation locale d'hommes et de femmes du sérail. Cette interdiction aura aussi renforcé la démocratie, nous disait-on. C'est oublier qu'un électeur reste toujours libre de son vote et du choix de son candidat. Et c'est oublier que très souvent des citoyens dont le maire était parlementaire le reconduisaient dans sa fonction de maire parce qu'ils considéraient que ça renforçait son efficacité et servait la commune. On nous a dit on nous dit que le parlementaire garde un lien avec le terrain et qu'il n'a rien d'un hors-sol, puisqu'il peut toujours exercer un mandat délibératif de conseiller. Mes chers collègues, qui ici peut nous faire croire que la fréquentation assidue et fort louable des inaugurations suffit à conférer la connaissance de la gestion des collectivités? Qui ici peut affirmer qu'un mandat délibératif est comparable à une fonction d'exécutif?
L'interdiction a-t-elle servi l'efficacité et l'intelligence de la loi et de l'action publique? Je le dis clairement, non. Car qui n'entend pas régulièrement de la part de nos concitoyens, mais aussi des élus, que les lois sont trop souvent hors sol, sans doute généreuses dans l'idée, mais parfois impossibles à mettre en œuvre. Et le Sénat se caractérise encore aujourd'hui par l'expérience d'exécutif de beaucoup de sénateurs qui permet d'affûter, d'enrichir et de perfectionner des lois trop souvent dépourvues d'études d'impact préalables. Mes chers collègues, le groupe UC soutiendra, non seulement parce que c'est la proposition de son président, mais avec forte conviction, cette proposition de loi parce qu'elle est pertinente. Elle naît de l'évaluation des effets d'une loi censée restaurer la confiance dans la démocratie, mais qui n'a pas tenu ses promesses. Elle est pertinente car elle est mesurée et acceptable et comprise par l'opinion publique, contrairement à ce que j'entends ici ou là. D'aucuns la trouvent inacceptable et d'autres trop restrictive. C'est sans doute la preuve qu'elle est extrêmement mesurée parce qu'elle est justement calibrée avec le recours à un seuil. Alors, je ne suis pas une fan des seuils qui sont toujours, frustrants, voire castrateurs, mais je crois qu'aujourd'hui, ce seuil est nécessaire et satisfaisant parce qu'il tire sagement les leçons de critiques qui ont parfois été faites aux élus, parfois sans doute justifiées, mais aussi savamment et démagogiquement amplifiées par les fervents apôtres du populisme. Osons, par cette proposition de loi, réaffirmer la valeur de l'engagement des élus, qui sont les essentiels de la République et d'une démocratie où chaque citoyen peut librement devenir lui aussi un élu de la République. Affirmons clairement que si les élus sont naturellement soumis aux lois de la République, nous refusons l'éternelle suspicion et le procès en culpabilité qui est le poison du populisme et de la démagogie et qui menace bien plus que nos petites personnes notre démocratie. Nous regagnerons la confiance de nos concitoyens par l'efficacité de l'action publique et c'est la seule manière de le faire. Et cette proposition de loi y contribue avec raison et sagesse. Le groupe UC votera certainement cette proposition de loi et je vous invite tous à réfléchir. Madame la ministre, je vous invite à porter au président de la République qui réfléchit à des nécessités d'évolution cette excellente proposition du Sénat qui doit aller au-delà d'un simple débat entre nous. Je vous remercie. Le cumul des mandats est l'une des nombreuses victimes de la démagogie. Son interdiction, en 2014, sous le quinquennat socialiste, a été obtenue en cédant à une petite musique simple et facile. Les cumulards sont d'affreux profiteurs, joués sur l'air de « les politiques tous des pourris ». Nous savons bien, au sein de la Chambre des territoires, que la réalité est beaucoup plus complexe. Nous avons presque tous exercé des mandats locaux avant notre mandat parlementaire. Nous savons à quel point ces fonctions peuvent permettre aux parlementaires d'être connectés au terrain, de comprendre en profondeur la réalité vécue par les élus locaux et nos concitoyens. Nous savons aussi que tous les cumuls ne sont pas logés à la même enseigne. Il est insupportable aux yeux de certains que les parlementaires puissent exercer pendant leur mandat, une fonction exécutive au sein des collectivités territoriales, fût-ce une commune de moins de 100 habitants. Mais il est apparemment parfaitement normal que le cumul soit possible entre les différentes responsabilités et présidences locales. Les positions dogmatiques sont souvent préjudiciables aux réalités du terrain. Cela explique peut-être pourquoi l'enquête réalisée à la demande des auteurs de la proposition de loi laisse apparaître que 54% des sondés se disent favorables au cumul des mandats, tel qu'envisagé par le texte. Il est cependant peu probable que les sondats aient compris que les communes de moins de 10 000 habitants représentent en réalité la quasi-totalité des communes de France, je crois que cela a été dit tout à l'heure, et 97%. Il est de même assez peu probable que le score de 54% en faveur du cumul soit identique à présent que le non-cumul des indemnités doit être abandonné, quand bien même elles sont écrêtées. C'était constitutionnellement nécessaire, mais ce non-cumul d'indemnités était, lui, politiquement indispensable. Sur le terrain, beaucoup d'élus locaux regrettent l'interdiction du cumul. D'autres y sont fortement attachés. Il est bien difficile de déterminer avec précision les effets réels qu'entraîne son interdiction sur notre démocratie. Certains parmi nous ont rappelé que l'interdiction votée en 2014 l'avait été à la suite d'enquêtes d'opinion.
À cet égard, plusieurs exemples sont venus enrichir ces dernières années une sagesse populaire qu'il nous faut faire nôtre, surtout en cette période sondagière. Souvent, sondages varient, bien folkissifient. Enfin, la question se pose de savoir s'il est opportun de changer les règles 4 ans après qu'elles sont entrées en vigueur. Bien sûr, en liant plus étroitement les collectivités territoriales avec le Parlement, le cumul des mandats pourrait permettre de renforcer l'ancrage territorial des parlementaires. Certains cumuls ont effectivement nourri des mandats parlementaires, tandis que d'autres cumuls n'ont pas apporté grand-chose. En l'état actuel du droit, les parlementaires peuvent déjà exercer un mandat non exécutif local sans tomber sous le coup de l'interdiction du cumul. Un tel mandat donne lui aussi accès à la réalité que vivent nos collectivités, mais ce n'est probablement pas suffisant. Nous comprenons le sens de la proposition de loi. Maintenir vivant le lien entre les Français et leurs élus. C'est un sujet qui doit tous nous préoccuper. Au-delà de la question du cumul se trouve celle de l'engagement de chaque élu, celle aussi de la place que nous accordons à l'élu au sein de la République et du statut que nous voulons lui donner. Les parlementaires doivent pouvoir remplir au mieux leur mission de représentation de nos concitoyens. Dans la lutte contre cette déconnexion et au-delà des idées préconçues, il faut reconnaître qu'il existe des arguments favorables, mais aussi défavorables au cumul des mandats. Toutefois, sur ce sujet, les membres de notre groupe voteront chacun en fonction de leurs convictions. À l'article 1er, alors, 3 amendements identiques de suppression. L'amendement numéro 1, Monsieur Kerrouche. Merci Madame la Présidente. Cet amendement constitue forcément le dispositif central de la loi, puisqu'il est le seul à demeurer. L'opposition, nous l'avons vu dans les discussions que nous venons d'avoir. Il y a une opposition forte de philosophie. D'un côté, ceux qui ont déposé cette loi et qui considèrent que le retour à un cumul, même tempéré, du cumul des mandats serait une nécessité et un retour, entre guillemets, à la normale, et nous, qui considérons que ce n'est pas un retour à la normale, mais plutôt un retour à une pathologie qu'il vaut mieux éviter. Les arguments qui sont ceux qui ont été développés de la déconnexion ne nous semblent absolument pas pertinents dans l'ensemble des démocraties occidentales, qu'il s'agisse d'États unitaires ou d'États fédéraux. Pour que les choses soient claires, le cumul ou est une exception ou n'existe pas, et nous considérons que ce chemin doit continuer à être celui que nous empruntons, tout simplement pour bien séparer un monde local du monde parlementaire, et en ne faisant pas croire qu'il est nécessaire d'appartenir aux deux pour les bien faire fonctionner ensemble. Merci. L'amendement numéro 4, Monsieur Masson. Oui, je voudrais répondre d'abord à Madame le ministre qui me disait que mon précédent amendement visait une disposition qui était de l'ordre de la loi et pas de la loi organique. Je voudrais simplement lui dire que si elle avait été complète, elle nous aurait dit qu'en fait ça avait été voté comme une loi organique, c'était une loi organique qui a été votée, et c'est le Conseil constitutionnel qui a déclassé le caractère organique de la loi une fois qu'elle a été votée, et bien après, qui a déclaré que cette loi qui avait été votée comme loi organique était une loi ordinaire, et c'est pour ça que ça se retrouve en loi ordinaire. Donc si mon amendement avait été voté, eh bien libre au Conseil constitutionnel de faire la même chose et d'aligner la disposition sur la loi ordinaire. Alors je crois que Madame le ministre, il faut bien regarder l'historique quand on fait des affirmations, il faut bien regarder l'historique et pour ne pas se tromper. Voilà. Ceci étant, bien j'ai largement défendu mon opposition. Vous l'avez tous compris que j'étais opposé à la proposition de loi, et donc vous comprendrez, mais je peux encore remettre une couche, hein, et donc vous comprendrez que je suis pour la suppression de cet article-là. Merci. L'amendement 22, Monsieur Benarroche. Ça ne vous surprendra pas, c'est encore un amendement de suppression de cet article, bien entendu, puisque notre groupe est opposé à, vous le savez, vous l'avez compris, à la pratique ancienne du cumul des mandats.
Je l'ai expliqué tout à l'heure, pour nous, le cumul bloque le renouvellement de la représentation, témoigne d'une conception de la politique et du politique dont l'objectif principal est de concentrer le maximum de pouvoir entre un nombre restreint de décideurs. Le non-cumul permet, par contre, d'accroître le nombre de personnes en responsabilité, de renforcer la vitalité de la démocratie, la diversité de la représentation politique et la confiance des citoyens. Les parlementaires ne nous semblent pas avoir besoin de cumuler des responsabilités au sein des exécutifs des collectivités pour s'engager pleinement dans la vie politique locale de leur circonscription, chacun d'entre nous en est l'exemple, et pour conserver une proximité avec le terrain et y mener des actions. Cela fait partie intégrante de nos missions et nous les menons à bien quotidiennement. Par conséquent, les auteurs du groupe Écologie, Solidarité et Territoires du présent amendement demandent la suppression de l'article 1er. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente, ça ne vous surprendra pas, je serai défavorable à l'ensemble de ces trois amendements de suppression, forcément, puisqu'on vide de son contenu cette PPLO. Je voudrais quand même rappeler que je pense que la crise de défiance entre le politique et nos concitoyens n'est pas exclusivement liée, certes, au cumul des mandats. L'affaiblissement du Parlement, il y a plusieurs causes. On pourra parler, et on en parlera d'ailleurs prochainement, des ordonnances et la prolifération des ordonnances. On peut également parler du septennat, quinquennat, je peux être d'accord avec vous, mais force est de constater quand même par expérience que quand un texte arrive de l'Assemblée nationale, je prends le texte climat et résilience, il y avait une disposition, rappelez-vous, un amendement déposé par un parlementaire qui n'a jamais exercé de mandat local et qui imposait aux flottes véhicules des communes d'être 100% propres à partir de 2025 pour s'aligner avec le privé. Nous nous sommes tous opposés parce que nous avons également une expérience en tant qu'élu local et surtout de l'ancienneté en tant que maire ou président de département. Et donc, vous voyez l'utilité quand même d'exercer à un moment donné une fonction exécutive afin d'éviter ces écueils-là en matière législative. C'est la raison pour laquelle je serai défavorable aux trois amendements. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Le gouvernement est favorable à ces amendements puisque nous sommes en cohérence avec la position que nous avons sur le texte, c'est-à-dire un avis défavorable, et la suppression de cet article vise tout simplement à faire tomber l'article et donc à faire tomber la proposition de loi. Merci. Alors, Monsieur Kerrouche, pour explication de vote. Oui, en réagissant juste aux propos de Monsieur le rapporteur et en le faisant respectueusement. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Il n'y a pas de prérequis en France qui conditionne le fait que pour être parlementaire, il faut avoir été élu local. Il faut faire attention parce que, mais je pense que ce n'était pas votre intention, ça voudrait dire que les élus de La République En Marche, que comme vous savez, je n'ai pas l'habitude de défendre, je pense que tout le monde l'a constaté, étaient ou seraient illégitimes parce qu'ils n'étaient pas élus locaux. Et je pense qu'il faut faire attention à la façon dont on formule les observations. On peut imaginer aussi que le fait d'avoir une expérience ne se réduit pas dans la vie à une expérience d'élu, même si elle est importante. Le fait d'être parlementaire, c'est aussi ce qu'on apporte en tant qu'individu par son expérience professionnelle, par la trajectoire de vie particulière que l'on a eue. Donc ces élus sont légitimes. Pour autant, on peut imaginer que sur certains domaines, il est préférable d'avoir une expérience locale. Encore une fois, ce n'est même pas en cause la légitimité qui est la leur. Croire que celle-ci est indispensable et serait la seule façon pour que l'on puisse fonctionner, je pense que c'est faux également. On peut tout à fait être au courant de ce qui se passe localement sans être élu local. Et je le répète, on a beau avoir une histoire de cumul extrêmement importante en France, il n'en demeure pas moins que dans les démocraties occidentales, cette anomalie n'existe pas, ça n'empêche pas les élus d'être connectés. Alors on peut dire que nous sommes exceptionnels en tout point, mais on peut aussi considérer que nous sommes atypiques sur ce point en particulier. Donc il nous semble inutile de revenir sur cette loi, d'autant que, et j'y reviendrai après,
Dès que cette porte est ouverte, on voit bien, avec l'amendement qui suit et le sous-amendement de Mme Gatel, que d'autres portes doivent s'ouvrir parce que cette mesure spécifique ne suffit pas. Merci. Alors, Madame la Présidente Gatel. Vous ne serez pas surprise, moi je suis en profond désaccord avec nos collègues. Parce que je pense que pendant le débat, où on a déplacé le débat sur la question existentielle et très vraie de ce qu'est devenu le Parlement aujourd'hui pour d'autres raisons. La proposition de loi qui est faite et l'opposition à l'amendement de M. Kerrouche vient du fait qu'il ne s'agit pas forcément de lire simplement ce texte comme permettant à un parlementaire de cumuler avec un mandat local. Il s'agit aussi de permettre à un maire d'une commune de 500 habitants de devenir, s'il le veut librement, et personne ne l'impose à qui que ce soit, parlementaire. Il n'y a pas d'exigence à ce qu'un parlementaire est un mandat d'exécutif local. Je dis simplement que moi je pense que la démocratie, elle est tellement forte et elle est tellement vraie que les électeurs sont capables, en leur âme et conscience, de savoir si leur député maire est efficace et s'ils veulent de ce candidat ou d'un autre. Et que moi, je n'attaque personne en illégitimité s'il n'a pas de mandat. Voilà. Et que, sincèrement, je pense que très souvent ici, on reproche de ne pas faire d'évaluation de l'efficacité d'une loi. Cher collègue Éric Kerrouche, cette loi de 2014 qui était annoncée comme guérisseuse, elle n'a rien guéri. Parce que les parlementaires ne sont pas contents, les élus locaux ne le sont pas, on n'a pas retrouvé la confiance des électeurs et on a toujours autant d'abstention. Moi, je suis favorable à un nombre de mandats limité dans le temps. Je pense que ça, c'est plus favorable à cette vision que vous avez, qui est un enfermement dans une doctrine qui était celle de 2014, et vous n'avez rien de moderne en cela, mon cher collègue. Merci. Monsieur le Président Longeau. Oui, quelques mots, Madame la Présidente. Moi, je suis un peu étonné parce que j'ai entendu à plusieurs reprises que cette proposition de loi relevait de certaines anomalies. Mais être parlementaire et membre d'un conseil régional de plus de 3 millions d'habitants, ce n'est pas une anomalie. Et vous ne pouvez pas être maire d'une commune de 50 habitants. Je pense que vraiment, il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et puis aussi, sur le sujet, il est pour moi difficile d'accepter d'entendre qu'il suffit de n'avoir qu'un mandat pour avoir de la proximité. Eh bien, si c'était vrai, on n'entendrait pas, et je ne vois peut-être pas les mêmes élus que vous, c'est certainement pour ça, on n'entendrait pas de la part de certains élus nous dire « mais attendez, mais qu'est-ce que vous êtes allé voter ? Qu'est-ce que vous êtes allé voter sur ce sujet ?» Parce que combien de votes on met, combien de lois on défend et qui, effectivement, ne correspondent pas du tout à l'attente de nos concitoyens. Et sur le problème de la proximité, quand vous rencontrez un maire qui vous explique un certain nombre de choses, vous pouvez comprendre ce qu'il vous dit, vous pouvez partager ce qu'il vous dit, mais il y a une chose que l'on ne fait pas, c'est qu'on ne vit pas au quotidien les difficultés qu'ont un maire. Je pense que ce serait bien, effectivement, qu'on y réfléchisse et qu'on regarde comment on peut faire pour enlever cette anomalie qui vient effectivement d'un cumul. Et comme l'a dit un des orateurs tout à l'heure, on passe de 360 degrés à 0 degré. On est passé où on pouvait être maire de Paris, député, président de la région Île-de-France, et aujourd'hui, on ne pourrait plus être sénateur et maire d'une commune de 90 habitants, de 100 habitants. Je pense qu'il faut vraiment qu'on y réfléchisse, c'est le bon sens paysan. Merci. Monsieur le Président Darnaud. Oui, Monsieur Darnaud. Du débat, je ne résiste pas à la tentation d'interpeller nos collègues socialistes et singulièrement notre collègue Kerrouche. Parce qu'au fond, j'aimerais comprendre la philosophie de ce qui a prévalu à ce que cette loi sur le cumul soit tranchée de la sorte. Soit vous prenez comme juge de paix la quantité de travail, on peut l'entendre, mais alors je vais faire mien les arguments développés par notre collègue le président Longeau à l'instant. Vous avez fait d'immenses régions, vous permettez aujourd'hui à un élu, un parlementaire, d'être conseiller régional, président de commission, et vous interdiriez dans le même temps
à un maire d'une commune rurale de 50 habitants d'être parlementaire. Vous avez parlé dans votre discussion, M. Kerrouche, de pathologie, d'anomalie. Alors allez jusqu'au bout. Pourquoi n'avez-vous pas imposé le cumul strict d'être simplement député ou sénateur? Il y a un moment donné, vous avez fait de l'eau tiède. Il y a un moment donné où votre philosophie ou votre explication, elle ne tient pas. Tout simplement parce que vous avez été à la moitié du sujet. Vous n'avez pas osé aller au bout, sûrement par clientélisme, parce que vous n'avez absolument pas traité la question du cumul horizontal. La réalité, elle est là. Alors souffrez, Monsieur Kerrouche, à un moment donné, que l'on puisse s'interroger sur les motivations aujourd'hui qui vous permettent de mettre le critère où vous le mettez et considérer qu'à un moment donné, on peut, oui, être maire d'une commune de 50 habitants, là où on peut être dans le même temps conseiller régional, voire exercer une présidence de commission dans un grand conseil régional. Voilà. Merci, Monsieur Tissot. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, oui, mes chers collègues. Je suis étonné des mots qu'on emploie. On parle du non-cumul des mandats, mais en fait, on peut tout à fait être sénateur, et c'était dit à maintes reprises, et conseiller municipal, et conseiller départemental, et conseiller régional. Rien, et je ne doute pas de votre sincérité, chers collègues de droite, je ne doute pas de votre sincérité d'avoir envie de participer à la vie locale de votre pays. Bien évidemment, mais vous pouvez travailler dans des commissions départementales, municipales, régionales. Je suis conseiller municipal de base, entre guillemets, rien ne m'interdit de siéger au syndicat d'énergie, rien ne m'interdit de siéger au SCOT, rien ne m'interdit à siéger sur les réflexions de l'urbanisme, rien. Il y a une seule chose qui nous est interdite dans le cadre de la loi, c'est le non-cumul de l'exécutif. Donc en fait c'est le pouvoir que vous ne voulez pas partager. C'est ça, parce qu'on peut tout à fait faire confiance à quelqu'un d'autre de notre sensibilité, notre même sensibilité politique, d'avoir, on va dire, un ami maire que vous pouvez conseiller et de la même manière que si vous étiez chef de l'exécutif. Enfin, c'est une vision un peu rétrograde que vous avez de la gestion de la collectivité. Voilà, donc moi je crois à votre sincérité de vouloir participer à la gestion quotidienne d'un territoire. C'est mon cas, c'est le cas quasiment de tous les gens qui sont ici, sauf qu'il faut accepter de laisser l'exécutif, la présidence de l'exécutif, que ce soit maire ou président de département ou de région. C'est que ça, finalement. Merci, Monsieur Fialer. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre. Moi, je voudrais apporter le témoignage d'un parlementaire hors sol, puisque depuis 1 an, je ne cumule plus de mandats. J'ai laissé mes mandats. Alors que, après 25 ans de maire d'une commune, 20 ans président d'une interco, je n'ai pas l'impression d'être complètement déconnecté et de ne pas avoir de pertinence dans mes interventions. Et j'ai eu une conversation avec un député qui m'expliquait que depuis qu'il n'était plus maire de sa commune, il en était complètement déconnecté du terrain. Et voilà, c'est sa femme qui était maire maintenant et lui, les premiers adjoints. Alors, je ne sais pas lequel des deux est le plus déconnecté de la réalité et le plus hors sol des élus. Moi, il y a un peu plus d'1 an, on était en campagne pour ces élections sénatoriales et on a rencontré des maires, mais on a aussi rencontré des grands électeurs qui ne le sont pas. Et moi, je trouve que dans les discours que l'on tient aujourd'hui, c'est un manque de respect vis-à-vis d'élus de base qui ne sont pas maires, mais qui sont impliqués dans leur collectivité et qui savent ce qui s'y passe. Moi, depuis que j'ai laissé la place, j'assiste aux conseils municipaux de ma commune, mais même d'autres, au conseil communautaire de mon territoire, mais même d'autres, pour ne pas être simplement le lobbyiste d'un terrain dans cette assemblée, parce que c'est ce qu'on a entendu, ce qu'on entend. Certains voudraient que leur maire continue à être parlementaire pour pouvoir bien faire du lobby pour leur territoire. Moi, je crois qu'on a un combat à mener, c'est de revaloriser l'ensemble des élus municipaux et même ceux qui n'ont pas de fonction exécutive. Ça, c'est un vrai combat. Et le deuxième, c'est de consacrer notre temps et notre énergie à revaloriser le travail parlementaire et le rôle des parlementaires. Voilà ce que voulait dire un parlementaire hors sol.
Merci. Alors, je vais mettre aux voix donc ces amendements identiques. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste, écologiste et républicain. Donc les amendements 1, 4 et 22. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable et l'avis du gouvernement est favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Donc le scrutin est clos. Alors voici le résultat du scrutin numéro 5 sur les amendements identiques numéro 1, 4 et 22. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 329, nombre de suffrages exprimés 321, pour l'adoption 120, contre 201, le Sénat n'a pas adopté. Alors, 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 20 de M. Pacaud, qui aura un sous-amendement, Mme Gatel. M. Pacaud. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, chers collègues, mon amendement vient compléter la proposition pertinente de notre ami Marseille. Notre ami Marseille a souhaité donc assouplir la règle sur le cumul des mandats en permettant l'intégration ou la direction d'un exécutif municipal par un parlementaire. Ça me semble une mesure particulièrement pertinente. Je vous propose d'aller un peu plus loin en permettant à un parlementaire de devenir aussi ou de redevenir aussi vice-président d'un département ou d'une région. Alors, quelle est la situation actuelle? La loi nous a permis effectivement de sortir des abus d'hier. Dans mon département, j'ai eu un sénateur de gauche qui a cumulé jusqu'à 17 fonctions. Il avait eu droit au canard enchaîné juste avant donc, que la loi soit votée. Alors évidemment, il y a eu des cumuls de part et d'autre, on le sait très bien. Toujours est-il que ces situations étaient inacceptables. Néanmoins, aujourd'hui, quelle est la réalité de la situation? La réalité, c'est que lorsque vous êtes conseiller municipal, départemental ou régional, vous avez un conseil municipal par mois, ou tous les 2 mois, ou tous les 3 mois, une commission permanente. Et donc, en fait, la vraie question, c'est de savoir quel est l'intérêt des collectivités. Est-ce qu'elles doivent se passer de l'expérience, du savoir-faire d'un parlementaire? Je ne le pense pas. Et pour terminer mon petit propos, je veux rappeler les propos d'un éminent prédécesseur ici. Il fut député-maire, sénateur-maire, Premier ministre-maire de Lille pendant 30 ans. Et il avait, je termine ma phrase, il avait une belle expression pour montrer l'importance du mandat local pour le parlementaire. Il disait que c'était une courroie d'enracinement. Donc on ne retombe pas dans les travers d'hier, mais on essaye quand même de donner toute la force du Parlement à nos collectivités. Merci, chers collègues. Alors, Mme Gatel pour le sous-amendement. Alors, nous partons de la proposition raisonnée et raisonnable du président Marseille, qui, je rappelle, a recueilli dans le sondage qui a été fait une majorité d'avis favorables de la part de nos concitoyens. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas simplement de permettre à un parlementaire de cumuler, mais à un maire de pouvoir aussi être parlementaire. Et donc, j'entends bien l'amendement qui est proposé par notre collègue Pacaud. Toutefois, si l'amendement de notre collègue Pacaud est accepté, je présenterai un sous-amendement parce que, partant de la dimension raisonnable que propose le président Marseille, à savoir une collectivité ou un EPCI de 10 000 habitants ou moins, il me semble nécessaire de permettre à un parlementaire qui pourrait être maire
d'une commune de moins de 10 000 habitants ou maire délégué d'une commune nouvelle, il me semble cohérent et légitime de permettre qu'il puisse être aussi, s'il le veut, s'il est élu par ses compères, si je puis dire, d'être président d'un EPCI de moins de 10 000 habitants, et il en existe près de 300 en France, je vous rappelle, parce que la loi NOTRe a fixé un seuil à 15 000 habitants, mais ce seuil était tellement, on va dire, théorique qu'il y a eu un certain nombre d'exceptions pour prendre en compte les territoires qui ont une densité démographique très faible, des territoires de montagne ou des territoires insulaires. Merci. L'amendement numéro 6, Monsieur Masson. Avec masque sur le nez, Monsieur Masson. Mais je ne vais pas vous le répéter toute la soirée. Hein. Merci. Voilà. Bon, mon amendement numéro 6 reprend d'ailleurs certains amendements qu'on a déjà évoqués. Et pour ma part, je voudrais dire que les deux amendements qui viennent d'être évoqués avant les miens, avant cet amendement numéro 6, confortent ce que je pensais, ce que je disais. C'est la proposition de loi, c'est l'arbre qui cache la forêt, et tout le monde est prêt à s'engouffrer derrière l'arbre qui cache la forêt pour rajouter encore des amputations à la loi, pour amputer encore plus la loi contre les cumuls. Moi, je pense que, disons, dans cette affaire-là, on a à l'évidence le fait que tout le monde voudrait bien, enfin pas tout le monde, mais tous ceux qui soutiennent cette proposition de loi voudraient bien revenir au système ancien où, disons, il y avait des supercumuls. Et moi, je vais nous expliquer que s'il n'y avait pas la loi sur les cumuls, eh bien, le Sénat saurait mieux ce qu'il faut faire et se battrait un petit peu mieux pour répondre aux aspirations des gens. Moi, je vais vous dire, avant 2017, il n'y avait pas d'interdiction de cumul de fonctions locales, exécutives locales. N'empêche, la loi NOTRe, elle a été votée par le Sénat. Alors, et nous avons été à peu près une centaine sur l'ensemble des sénateurs à voter contre jusqu'au bout. Et ceux qui ont voté contre, ce n'étaient pas obligatoirement les gens qui étaient le plus en cumul de qui étaient plutôt en dehors des cumuls de mandats exécutifs. Et ça prouve bel et bien que, disons, c'est un faux argument d'expliquer que, disons, ceux qui n'ont pas de mandat local ne connaissent pas du tout les problèmes. Monsieur Masson, vous avez l'amendement numéro 5, le numéro 14 et le numéro 8, pour avoir ensuite l'avis de la commission sur l'ensemble. Vous avez la parole. Ils sont défendus ? D'accord. On va considérer que c'est défendu parce que vous allez encore me reprocher que mon match me descend en bas du nez. Alors, que vous persécutez, moi j'arrête. Très bien. Merci beaucoup. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Alors, effectivement, notre collègue Paco nous propose d'aller plus loin dans cette proposition de loi, puisqu'il entend lever l'incompatibilité du mandat de député ou de sénateur avec les fonctions d'adjoint au maire, de vice-président de l'Assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, de membre du bureau de l'Assemblée des Français de l'étranger et de président d'un conseil consulaire, si c'est bien ça. Et donc, on va émettre un avis de sagesse. Tout simplement parce que, effectivement, ça perturbe l'équilibre du texte proposé par le président Marseille, même si la demande est pleinement légitime pour des communes de plus de 10 000 habitants. J'entends bien, j'avais oublié cette précision qui me paraît importante. Et sur le sous-amendement de Françoise Gatel, je partage pleinement son avis. Et là, avec beaucoup plus d'engouement, si j'ose dire, puisqu'on est dans la lignée du texte, puisqu'on reste en dessous des moins de 10 000. C'est un avis de sagesse. Voilà. Monsieur le rapporteur. Oui, pardon, j'avais oublié. Je demande quand même avis de sagesse avec une condition pour notre collègue Paco, par cohérence, de retirer donc au 9e alinéa les fonctions de président et de membre de gouvernement, puisque ça n'a rien à voir par rapport à la philosophie de l'amendement défendu. Dans les demandes du gouvernement, est-ce qu'il est d'accord, Monsieur Paco ? Monsieur Paco, vous êtes d'accord ?
Donc c'est rectifié. Donc on enlève et demande des gouvernements. Donc c'est rectifié, donc il sera enlevé donc, au 9 et de membres du gouvernement. Alors, en revanche, maintenant, il faut donner l'avis sur les amendements de M. Masson. Alors, ça n'étonnera personne, mais j'ai un avis défavorable sur les amendements de M. Masson. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Alors, ça sera un avis défavorable sur l'ensemble des amendements. Le régime issu de la loi de 2014 vise l'ensemble des fonctions exécutives. Or, les fonctions de vice-président font partie intégrante des fonctions exécutives exercées au sein des EPCI. Et par ailleurs, si le régime des incompatibilités prévues par le Code électoral fait obstacle à ce qu'un député ou sénateur exerce des fonctions exécutives locales d'une collectivité territoriale ou d'un EPCI, il n'exclut pas la possibilité pour ces mêmes élus de disposer d'un mandat local au sein des assemblées délibérantes des collectivités ou des établissements publics en question. Un député et un sénateur peut ainsi, par exemple, parfaitement occuper un siège de conseiller municipal ou de conseiller départemental. Et j'entends évidemment votre allusion, monsieur le sénateur Paco, à regretter Pierre Mauroy, mais je ne crois pas que vous soyez aussi sur la même longueur d'onde sur sa dernière, enfin c'est une de ses dernières expressions qui disait que face au chômage, la solution de sagesse est que les travailleurs travaillent moins. Merci. Monsieur Kerrouche pour explication de vote. S'il vous plaît. Oui, plusieurs points. D'abord, pour répondre à la présidente Françoise Gatel, les Français sont pour le cumul. Non, chère Françoise, ils sont contre le cumul et il y a un sondage que vous avez précité avec une formulation qui est très particulière, qui fait que dans ce sondage, eh bien, ils seraient pour, mais dans le temps, ils sont contre et de manière structurelle. Si on confond les sondages et les votations, au vu des sondages à la présidentielle, nous sommes tous très malheureux ce soir. Deuxième point, s'agissant des dérogations pour la loi NOTRe en termes de densité, il n'y a pas que la loi NOTRe. Toutes les lois sur l'intercommunalité avant avaient prévu des procédures dérogatoires pour les procédures peu denses. À mon excellent collègue Mathieu Darnaud, qui affirme les choses facilement, moi je suis d'accord avec lui, on devrait aller plus loin, mais je vais juste lui rappeler quelque chose. En 1985, c'est la gauche qui interdit les supercumuls parce qu'il y en avait trop. En 2000, il faut revenir à l'attaque parce qu'effectivement, il y a des stratégies d'évitement qui ont été mises en place. Et je vous rappelle que, d'une part, la loi de 2000 durcit les conditions du cumul, mais que d'autre part, elle interdit aussi des pratiques qui s'étaient développées à l'époque, comme les pratiques de tirer les listes, les élus en tête de liste étant des locomotives qui se démettaient après de leur mandat. Donc à chaque fois, on voit bien qu'il faut revenir de manière itérative pour lutter contre le cumul des mandats. Et j'entends Mathieu Darnaud et que, a priori, il faudrait aller plus loin. Dont acte, vous êtes majoritaire dans cette Assemblée, j'attends bien sûr vos initiatives en la matière. Plus fondamentalement, sur les amendements qui sont proposés, on voit très bien où on en est. Bien entendu, quand on fixe un seuil ou une limite, elle ne convient à personne. Et on a toujours des bonnes raisons de rajouter des conditions qui seraient dérogatoires pour faire en sorte que... Et ça ne fonctionne pas. On ouvre la boîte de Pandore. Alors, je vais être simple et finir par cette remarque. Il faut surtout conclure, chers collègues. C'est ce que j'allais faire, Madame la Présidente. Au fond de la boîte de Pandore, il restait une chose, l'espoir. Eh bien, nous avons l'espoir d'une démocratie qui soit marquée par le non-cumul et le respect de deux parallèles, le mandat de parlementaire, le mandat d'élu local. Merci. Oui, Monsieur Paco aussi. Donc voilà, je fais un équilibre quand même. Et la présidence décide. Sinon, je rappelle quand même que c'est 2 minutes maintenant les interventions. Et Madame la Présidente Gatel, c'est à vous. Pour 2 minutes. Parce qu'il faut être écuménique. Monsieur Masson, avouez qu'il vaut mieux être clair sur des explications. Quand on dit qu'ici, il y a des sénateurs qui ont voté la loi, moi je l'ai votée, non pas par conviction, mais pour empêcher le pire. C'est-à-dire, si on ne l'avait pas voté ici, le seuil de l'interco n'aurait pas été à 15 000. Et plus grave, nous aurions eu par l'Assemblée nationale le scrutin universel direct pour les conseillers communautaires.
Donc moi, j'assume mon rôle de digue, monsieur Masson. Disons-le, voilà. Deuxièmement, mon cher collègue Éric, mais moi je suis ravie, je suis heureuse de ce grand moment que nous passons ensemble et je ne vais pas tarder à vous remercier parce que vous êtes sur un aveu de culpabilité en disant, mais si, en essayant de dire que c'est pas la loi NOTRe qui a introduit des seuils absolument étranges, mais c'était bien avant alors que vous avez bien insisté là-dessus. Et deuxièmement, encore une fois, mon cher collègue, la seule chose qui m'intéresse, c'est la preuve de l'efficacité. Si la loi que vous défendez, et je respecte, avec autant de conviction, avait marché, ça se saurait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait une démocratie où tout le monde serait content, serait heureux, il y aurait des femmes, il y aurait des ouvriers, il y aurait toutes sortes de personnes, et il y aurait sans doute aussi des maires de communes de 50 habitants qui pourraient exprimer leur envie d'être parlementaires et des électeurs à qui on offrirait le droit de choisir leur candidat. Monsieur le Président Darnaud. Oui, je ne veux pas rallonger le débat, Madame la Présidente, mais je ne résiste pas à répondre en complément de mon excellente collègue présidente Françoise Gatel, à dire qu'on a aussi voté les minorités de blocage et qu'on a évité la disparition des départements en faisant œuvre utile. Simplement, j'entends ce que dit mon collègue Éric Kerrouche, mais alors pourquoi à chaque fois qu'on a souhaité permettre d'enraciner un peu plus les parlementaires dans la vie locale, je pense notamment à tous les amendements qu'on avait déposés sur les commissions DETR, sur tous les sujets qui font que le parlementaire, qu'il soit sénateur ou député, puisse être un acteur en plein de la vie locale. À chaque fois d'un revers de manche, vous avez balayé tous ces sujets. Enfin, je voudrais dire à notre collègue Tissot qu'on a parfois le sentiment, quand on l'écoute, que l'exécutif ce serait assimiler les élus de petites communes, de communes de 50, 100 habitants, à des élus qui seraient assoiffés de pouvoir dès lors qu'ils intégreraient un exécutif. Je pense qu'il faut quand même garder raison, les amis, parce qu'à un moment donné, moi je veux bien tout, mais on a vraiment le sentiment que être membre d'un exécutif dès lors qu'on est parlementaire, ça serait la pire des choses et qu'on rentrerait dans un monde le plus vil. Donc non, à un moment donné, je crois qu'il faut raison garder et il faut se dire que on peut tout à fait aujourd'hui. Alors j'entends ce que dit Éric Kerrouche, il faut bien toujours des seuils. Mais enfin, convenez que ça, c'est un peu grossier comme explication. Parce que quand on est à 10 000 habitants, pardon de le dire, et je ne suis même pas intéressé, ma commune fait 12 000 habitants, voyez-vous. Donc je prêche pour ces élus locaux, ces parlementaires qui doivent, à mon avis, garder un lien de proximité avec les territoires. Parce que Françoise Gatel l'a dit avec une justesse absolue, si on veut faire œuvre utile sur des sujets qui sont notamment des lois territoriales, il faut que les parlementaires vivent au quotidien les enjeux qui sont dans les textes de loi. Merci. Monsieur le Président Gontard. Oui, merci Madame la Présidente. C'est vrai que je trouve qu'on est quand même sur un débat un petit peu surréaliste, mais ça aura quand même permis une chose, c'est de voir que le gouvernement, j'ai entendu, était pour le partage du travail. Et donc ça me fait plutôt plaisir. Et donc j'espère que du coup, on pourra aller plus loin. Vous pouvez relever votre micro, s'il vous plaît. Plus loin Merci. Et très rapidement. Merci. Non, sur ce qui a été dit, d'abord rappeler quand même que le seuil, il est à 10 000 et qu'on parle beaucoup de communes de 50 habitants, de 100 habitants. Le seuil que vous souhaitez mettre, il est à 10 000. Mais au-delà de ça, moi, ce que j'entends souvent, et ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est un peu de dénigrement par rapport aux petites communes. Moi, j'ai été maire d'une commune de 150 habitants, enfin maintenant qui en fait 200. Le travail d'un maire d'une petite commune, ce n'est pas rien. C'est un travail de tous les jours et de présence locale. Parce que quand on n'a pas d'employé communal, quand on n'a pas de secrétariat de mairie, qu'on doit faire quasi l'ensemble des choses qui sont à faire sur place, quand on est appelé en semaine parce qu'il y a une fuite d'eau, c'est un peu difficile d'être là du mardi au jeudi. Et puis surtout, franchement, moi, quand je me balade sur mon territoire, je pense que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « mais changez-moi ça, il faut absolument qu'il y ait des cumulards, il faut absolument cumuler
c'est le mot, hein, je suis désolé. Il faut absolument cumuler le rôle de maire et de parlementaire. J'ai jamais entendu ça. J'ai entendu des problématiques de santé, j'ai entendu des problématiques de déplacement, j'ai entendu des problématiques d'alimentation et sur les questions agricoles, mais jamais ça a été une préoccupation. Et j'ai franchement pas l'impression, en ayant démissionné de mon rôle de maire, d'avoir le lien avec le conseil municipal, parce que j'ai effectivement cette possibilité, et je l'ai gardé même dans une commune de 200 habitants, le rôle de conseiller municipal. La proximité, le travail de terrain, il me semble que je l'ai, et également le bon sens paysan. Merci, merci. Je vais mettre aux voix le sous-amendement numéro 27, qui a reçu donc un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du gouvernement, qui est pour. Qui est contre. Qui s'abstient. Il est adopté. Je mets aux voix l'amendement 20 avec un avis de sagesse, un avis défavorable du gouvernement, ainsi sous-amendé. Qui est pour. Qui est contre, qui s'abstient. Il est donc adopté. Tous les autres amendements à l'article 1er tombent et l'article 1er est ainsi rédigé. Alors, sur l'intitulé de la proposition de loi, l'amendement numéro 7 de M. Masson. Le courage de ses opinions et il faut appeler un chat. Hein, la proposition de loi, je propose de changer le titre de la proposition de loi en l'appelant proposition de loi organique tendant à abroger en partie l'interdiction de cumul de mandats parlementaires avec une fonction de maire ou d'adjoint au maire. Ça, c'est vraiment ce qu'il y avait dans le texte, c'est-à-dire qu'on n'avait pas encore adopté l'amendement sur les vice-présidents de conseils généraux et régionaux, mais c'est vraiment le titre que je propose, appelle un chat et explique très bien, a le mérite d'expliquer très bien ce qu'est la proposition de loi qu'on est en train de voter. On est en train de rétablir les cumuls. Eh bien, moi, je suis contre le rétablissement des cumuls et je crois que ce texte permettrait à tous nos concitoyens de bien comprendre ce qu'on est en train de voter aujourd'hui. Merci. L'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, avis défavorable. Monsieur Masson l'a dit, il n'est plus en cohérence le titre avec ce qu'on a voté. Et puis, j'aime la simplicité et l'implantation locale des parlementaires. C'est quelque chose de très concret. Merci. L'avis du gouvernement, madame la ministre. Merci. Je vais donc aux voix l'amendement numéro 7 qui a reçu un avis défavorable de la commission du gouvernement, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Il n'est donc pas adopté. Alors, je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi organique, mais avant, je vais donner la parole à monsieur Kerrouche qui me l'a demandé. Merci, madame la présidente. Bon, il est évident qu'il y a deux positions qui sont très tranchées de part et d'autre de l'hémicycle, et c'est aussi ça la démocratie. Pour répondre à Françoise Gatel, la question c'était de nous dire est-ce que, en fait, cette loi, la loi de 2014 est mauvaise, il faut la corriger. Ma réponse, elle est toute simple. Est-ce que c'était mieux avant ? Et ma réponse, elle est tout aussi tranchée. Sur le long terme, le cumul des mandats a eu un effet négatif nationalement, tout simplement parce que le cumul n'a pas été représenté de manière équivalente sur l'ensemble du territoire et que certains territoires ont été privilégiés au détriment d'autres parce que certains étaient parlementaires et d'autres pas. Et que localement, et ça a été prouvé, localement, le cumul a aussi séché, a aussi participé d'assécher la démocratie. Par exemple, il y a une enquête très connue qui montre que quand on était élu cumulant, il y avait moins de gens qui se présentaient en face. Donc, c'était quelque chose de négatif globalement, et c'est pour ça que nous nous y opposons. Par ailleurs, et là je suis très étonné, il ne faut absolument pas qu'on explique, et je pense que ça n'est pas sérieux, que la crise de la démocratie en France résulte de l'absence de cumul des mandats. C'est peut-être une discussion que nous pouvons avoir entre nous. Si, ça a été dit et répété, et rien n'est plus faux. Rien n'est plus faux.
Ce sont des considérations d'élus pour les élus. La démocratie se fait avant tout pour les citoyens et le peuple. Merci. Monsieur le Président Retailleau. Je voudrais simplement, au nom de mon groupe, dire les 2 raisons pour lesquelles nous allons voter le texte proposé par mon collègue Hervé Marseille. La première raison, c'est qu'il s'agit de dénoncer une formidable hypocrisie. D'abord, l'hypocrisie du gouvernement qui s'oppose avec une régularité presque métronomique à notre proposition, alors que des ministres cumulent. Ils appartiennent à l'exécutif, madame. Ils cumulent. Hypocrisie de la situation actuelle, puisqu'on peut être président dans une région, dans un département, d'une grande commission, être autorisé à l'être, mais ne pas être autorisé à être vice-président. Et puis, situation aussi hypocrite lorsqu'il y a, bien entendu, de façon horizontale, le cumul d'un certain nombre de fonctions. Mais la raison, elle est plus fondamentale. Est-ce que vous pensez, mes chers collègues, que la démocratie française ait été réparée par ce texte? Curieusement, je suis arrivé tout à l'heure et j'entendais le plaidoyer de Françoise Gatel, et notamment sur la loi NOTRe. Mais ces 2 textes sont arrivés en même temps. Eh bien, pour moi, ces 2 textes révèlent et procèdent d'un esprit de système. Ils ont construit une forme de société de l'éloignement. On a cru, on nous a vendu qu'avec de grandes régions, de grands cantons, de grandes intercommunalités, tout allait aller mieux. On a construit l'éloignement, mes chers collègues. Et quand on allonge la distance entre le lieu où on prend la décision et le citoyen, eh bien, il y a une relation inverse entre la distance et la confiance. Et la crise de la démocratie, c'est la confiance. Et de même, lorsqu'on coupe les racines d'un élu parlementaire national, quand on désarticule le local avec la nationale, alors là aussi, on prend le risque d'affaiblir la confiance. Voilà, mes chers collègues, la raison pour laquelle nous voulons introduire un peu plus de liberté. Nous voulons simplement qu'aujourd'hui, on ne s'abandonne pas à ce que je considère des solutions de facilité, des solutions de démagogie qu'on a proposées parce que les sondages, évidemment, allaient dans un sens. Eh bien non, on veut la liberté de choix pour nos concitoyens de choisir leurs élus. Merci. Merci. Monsieur Masson. Ayant participé au débat, il est quand même normal que je m'exprime dans l'explication de vote. Et je voudrais dire que ce que vient d'expliquer notre collègue Retailleau a une part de vérité, mais il y a aussi une part négative. C'est vrai que la loi NOTRe a été très mauvaise. On a agrandi les choses. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. À quoi ressemble la loi NOTRe au niveau, par exemple, du découpage des intercommunalités? Eh bien, elle ressemble exactement à ce que voulait faire Sarkozy. Qui c'est qui a initié le premier les redécoupages d'intercommunalités autoritaires? C'est bien Sarkozy. Qui a voulu au départ imposer 15 000 habitants? Rappelez-vous du projet de loi initial de Sarkozy. C'était Sarkozy. On peut reprocher à Hollande d'avoir fait ce que Sarkozy voulait faire, mais je crois qu'il faut quand même ne pas oublier les responsabilités des uns et des autres. C'est comme quand on nous parle de la défense, de la lutte contre la criminalité. Qui c'est qui a diminué de 10 000 policiers, le nombre des policiers de 10 000? C'est Sarkozy. Donc, ce que je voudrais bien, c'est que certains de nos collègues n'aient pas la mémoire courte. Merci. Monsieur Salmon. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, je ne vais pas faire ni le bilan de Sarkozy ni le bilan de Hollande, parce que je pense qu'on est sur un sujet un peu plus restreint, mais bon, cela n'empêche. Enfin, je suis très surpris par la teneur de certains débats. Que n'entend-on dans la bouche de certains élus lorsqu'ils rencontrent un citoyen qui critique la politique locale? Mais ce citoyen, s'il avait été élu local, il ne parlerait pas de cette manière. Eh bien, je pense qu'effectivement, lorsque l'on a été élu local, on a une toute autre vision de ce qui fait société, des politiques locales. Et lorsque l'on est favorable au cumul de mandats, eh bien, on prive tout un tas de citoyens
de cette possibilité de s'inscrire dans la vie politique locale, et je trouve ça très regrettable. C'est complètement en contradiction avec ce que nous défendons tous les jours. On dit que l'on a des citoyens qui s'intéressent peu à la vie locale. Eh bien, je pense qu'il faut qu'ils participent davantage. Et comment mieux participer qu'en étant élu local? Donc, effectivement, il faut lutter contre le cumul. Sans doute que cette loi n'est pas aboutie et qu'il faut aller plus loin, mais ce n'est surtout pas en ayant des positions réactionnaires que l'on va arranger le débat démocratique dans ce pays. Je pense que vraiment, aujourd'hui, et on a besoin de chacun et de chaque citoyen qui s'investisse dans la vie locale. Merci. Merci. Monsieur Richard. Besoin de long développement pour espérer que ce débat se conclue là. Nous avons bien des motifs de nous interroger sur l'état de la démocratie française et sur la relation des citoyens avec ce que nous faisons quand nous pensons les représenter. Il y a sans doute beaucoup de questions à se poser. Simplement, vraiment, vous ne nous avez pas convaincus que l'idée de rétablir un cumul partiel de fonctions, alors que les outils dont nous disposons statutairement, légalement, pour être au contact des citoyens et des collectivités dans la proximité, existent déjà. Il me semble véritablement que c'est une illusion que vous conservez et que si nous voulons nous réinterroger, ce sera le cas évidemment pendant la campagne des élections de 2022, sur ce qui fait adhésion à la démocratie, véritablement, ce n'est pas cet arrangement institutionnel un peu bancal qui nous aiderait à en sortir, et par conséquent, il me semble bien que cette proposition sera vite oubliée. Merci, Monsieur Boyer. Oui, merci Madame la Présidente. Tout à l'heure, j'ai entendu que le président Sarkozy avait fait beaucoup de mauvaises choses. Il y a une chose qu'il avait proposée, qui, je crois, à l'époque, ça n'avait pas été refusé par beaucoup de parlementaires, c'était la création du conseiller territorial. Le conseiller territorial qu'il avait proposé... S'il vous plaît. Votre masque sur le nez. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous en prie. Ce conseiller territorial qu'il avait proposé permettait effectivement d'avoir des élus qui puissent siéger dans un conseil départemental, dans un conseil régional. Or, le découpage qui a été réalisé des grandes régions telles qu'elles sont aujourd'hui nous permet vraisemblablement de ne plus pouvoir le faire. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que là, on avait la possibilité de réduire le fameux millefeuille dont tout le monde parle, mais que personne n'a cherché à réduire. Et je crois que c'était une solution qui aurait permis non seulement d'éviter les cumuls, mais qui aurait permis aussi une plus grande proximité des élus vers les citoyens. Merci. Alors voici le résultat du scrutin numéro 6 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, nombre de suffrages exprimés 316, pour l'adoption 197, contre 119, le Sénat a adopté.